Je voulais vous installer. Bonjour Yannick Jadot, merci d'être encore une fois. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et pris le temps de venir vous exprimer devant les professionnels du bâtiment. Vous êtes avec Fabien Dora, qui est dirigeant d'une entreprise de rénovation et d'isolation en Essonne et président de la Fédération départementale du bâtiment de l'Essonne, et Marie-Laure Lepriol, qui est dirigeante d'une entreprise de couverture dans le Morbihan. Ça me parle parce que j'avais un arrière-grand-père qui était couvreur zingueur. Voyez-vous, compagnon du Tour de France. C'est une fierté dans la famille. Et présidente de la fédération départementale du BTP du Morbihan. Il était breton lui aussi. Yannick Jadot, la FFB propose un grand plan de rénovation des logements, en quelque sorte une forme de Green Deal à la française sur le bâtiment. Est-ce que si vous êtes élu président, vous le mettrez en œuvre? Et d'une manière générale, quelles sont vos propositions pour le secteur? Bien, merci infiniment pour votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Et je dois dire mon plaisir d'être là. Il y a quelques mois, j'ai échangé avec le comité exécutif de la fédération, parce qu'effectivement, pour les écologistes, vous êtes aujourd'hui l'un des secteurs au cœur de la grande transformation que nous devons opérer. On a à la fois, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler, on a à la fois une crise énergétique, des factures, des consommations, donc ça renvoie évidemment à la rénovation thermique des logements, à la façon dont ils sont conçus. On a, après le Covid, une grande transformation dans les aspirations de nos concitoyennes et nos concitoyens pour savoir où ils habitent, où ils travaillent, qui peuvent d'ailleurs générer quelques conflits entre des néo-ruraux ou des néo-urbains, mais dans des villes plus petites. On a toujours, depuis quelques années, et c'est une vraie responsabilité pour les maires aujourd'hui, un phénomène aussi parfois de NIMBY sur la construction à côté de chez soi. Pas dans mon jardin, not in my backyard. Et donc, parfois en prétextant des raisons environnementales qui sont parfois légitimes, parfois simplement parce qu'on n'a pas envie d'avoir une construction en face de chez soi. Et donc, on a l'ensemble de ces éléments qui font de votre secteur un secteur qui, depuis des années, est en grande transformation, où on apprend des nouveaux métiers et qui est forcément un secteur en pleine expansion. Donc, effectivement, dans mon programme, qui est encore en construction, hein, vous invitez les candidates et les candidats très tôt dans la campagne, tant mieux. Si ça peut mettre le logement au cœur du débat politique, tant mieux. Je prévois effectivement un investissement annuel de 10 milliards d'euros par an sur la question du logement, essentiellement sur la question de la rénovation. On sait à quel point on a pris du retard sur la rénovation, on sait à quel point il y a beaucoup trop de rénovations qui ne sont pas des rénovations globales et qui ne vont pas chercher le potentiel d'économie d'énergie, avec une partie très sociale sur ce plan de rénovation qui vise à croiser à la fois celles et ceux qui habitent dans des passoires énergétiques, les Français, les 12% de Français qui souffrent de précarité énergétique. Et donc, pour 1,7 million de familles, nous prévoyons une prise en charge globale des travaux de rénovation. Et puis, c'est évidemment relancer, notamment la construction du logement, la construction du logement social, mettre le paquet sur les bâtiments publics, évidemment les bâtiments publics qui accueillent le plus les enfants, de l'école jusqu'à l'université, les anciens dans les EHPAD. Et donc, c'est évidemment un immense chantier qui va nécessiter chez vous, vous le savez, des nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nombreux recrutements, ça c'est la bonne nouvelle, mais effectivement aussi de nouvelles responsabilités dans la société de demain. 10 milliards sur 5 ans, vous les finissez? Non, 10 milliards par an. Par an, pardon. Non, 10 milliards sur 5 ans. Je reprends, c'est Fabien Roussel qui parlait juste avant vous de mettre 10 milliards sur 5 ans. Mais non, parce que 10 milliards par an. Parce que vous vous souvenez, il y a encore 3 ans. C'était ma question. Non, attends, il y a encore 3 ans, on était sur le CITE, on était à 2 milliards par an. Et puis, le gouvernement a réduit la voilure, on est passé à un peu plus de 800 millions sur la rénovation, en excluant toute une partie de la population, ce qui était devenu ridicule pour les professionnels, parce que c'est un marché qui était pour le coup un marché solvable et qui les empêchait de travailler. Et puis à travers le plan de relance, on est revenu à 2 milliards, mais seulement à travers le plan de relance.
plus, évidemment, tout ce qui est fait sur le bâtiment public. Donc, pour nous, c'est 10 milliards d'euros d'investissement public par an sur ce secteur et qui se fera, comme c'est le cas aujourd'hui, qui se fait essentiellement sur l'argent public européen. Le gros de tout ce qui est fait dans le plan de relance sur le logement, c'est la relance européenne et donc on passera aussi par l'argent européen. Fabien Dora, une question sur la rénovation énergétique. Oui, notamment. Merci. Je ne vais pas vous apprendre que pour les professionnels du bâtiment que nous sommes, la rénovation énergétique est une opportunité réelle d'innover, de former, d'attirer de nouveaux publics vers nos professions et nos entreprises. Cependant, on s'aperçoit toutefois que la rénovation énergétique coûte cher. Et aujourd'hui, malgré les efforts qui sont entrepris par les aides gouvernementales, le reste à charge pour les particuliers reste important. Et souvent, malheureusement, on est confronté au fait que ces ménages ne peuvent pas faire face à ce reste à payer et bloquent aujourd'hui la rénovation énergétique pourtant nécessaire dans notre pays. Donc je crois qu'il faut que nous puissions davantage permettre à ces ménages d'avoir un accès à cette rénovation énergétique plus financée, de façon à pouvoir, une fois encore, respecter les accords de Paris, notamment les accords du climat. Aujourd'hui, vous savez aussi que nous avons une nouvelle contrainte dans les logements neufs qui est la RE 2020. Alors, même si la FFB, bien évidemment, ne s'oppose pas à la RE 2020. Ah, vous ne pouvez pas vous opposer à l'Europe. Bien au contraire. C'est sérieux, l'Europe. On est bien au contraire. Et donc, du coup, aujourd'hui, on estime globalement que le coût de construction va augmenter de 5 à 10%. Oui. Ce qui pose là encore un nouveau problème pour les primo-accédants. Donc aujourd'hui, la question que nous avons envie de vous poser, c'est si vous êtes élu président de la République, que ferez-vous pour pouvoir permettre à tous ces ménages d'avoir accès à des logements isolés, énergétiquement moins consommateurs en tout cas. Sachant que, je le dis, ce n'est pas une parenthèse, je l'ajoute, que la FFB propose un crédit d'impôt à hauteur de 15% pour compenser cette fameuse 10% de hausse, en l'occurrence, du prix. Bien sûr. J'ai lu évidemment vos propositions. Bon, je l'ai dit déjà en partie sur la rénovation. Il faut enfin mettre en place, parce que c'était quand même dans la loi de transition énergétique, le vrai service public de la rénovation thermique, qui n'est toujours pas sérieusement installé, qui ne correspond toujours pas à une facilitation énorme, une simplification énorme pour les familles, pour accéder à l'ensemble. Parce que finalement, quand on regarde, pour certains ménages, ils savent aller chercher beaucoup de financement. Mais il faut être très malin. Il faut être très malin et évidemment, pour beaucoup de familles, c'est une contrainte. Donc, il faut un vrai service public de la rénovation thermique qui dirige les familles sur l'ensemble du secteur. Il y a un sujet aussi que j'ai régulièrement débattu avec vous, professionnels, qui est la question est-ce que le service public doit aussi doit assembler l'ensemble des prestations, l'ensemble des artisans pour participer à la rénovation. Ça paraît de bon sens. L'idée qu'à un moment donné, vous mettez, il y a au fond une personne en charge de faire en sorte que vous arriviez à assembler l'ensemble des artisans qui vont participer à la rénovation de votre logement pour faciliter aussi, parce que vous avez différents corps de métier. Un préfet à la rénovation Pardon ? Un préfet à la rénovation, c'est quel type de... Non, vous pouvez avoir un assemblier simplement qui organise. Alors je sais que, notamment pour les petites structures, c'est une question sur laquelle ils rechignent un peu, parce qu'il y a un peu l'idée, à partir du moment où vous assemblez les artisans, qui porte la responsabilité s'il y a des artisans qui ne fournissent pas dans les temps la prestation. Mais je pense que c'est aussi une façon de faciliter, de simplifier la rénovation thermique. Donc, je vous ai dit, à chaque famille, une solution financière, on renforce le budget et évidemment, on a aussi davantage d'exigences en matière de rénovation globale. Aujourd'hui, vous savez que si on suit, vous avez mentionné la question du climat, si on suit la stratégie nationale bas carbone, il faut rénover 700 000 logements par an, notamment en rénovation profonde. Et aujourd'hui, on doit être à peu près à 50 000
dans le parc privé, 50 000 dans le parc social, on est très loin de ce qui est nécessaire pour réduire les consommations et y compris réduire les factures et atteindre les objectifs climat. Donc ça, c'est pour la partie rénovation. Il faut traiter la question de la construction. Et ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas une question facile parce que dire construction, ça veut dire parfois artificialisation des sols. On a des enjeux communs de protéger la nature, de protéger les terres agricoles. Je crois que, madame, vous êtes du Morbihan. La Bretagne est quand même aussi un territoire où beaucoup de terres ont été artificialisées. Le royaume de la maison individuelle, effectivement. Oui, là, voilà, c'est le pays de la maison individuelle et plutôt chauffage électrique, plus que la moyenne, pour bien connaître cette région. Donc, on a la question de l'artificialisation, on a la question de la nature en ville, et on a la question du coût d'accès. Vous savez, par exemple, que moi, je vois le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui a gardé comme le président de la métro de Lyon un grand programme de construction de logements, mais il a réclamé à l'État, il y a quelques semaines, qu'il y ait une prise en charge de l'exonération de taxes foncières. Ça, c'est un outil, par exemple, pour faire baisser le coût des propriétés bâties. Et donc, simplement, aujourd'hui, la compensation de l'État est extrêmement faible sur des collectivités qui souffrent beaucoup des pertes de recettes fiscales liées aux politiques menées ces dernières années. Donc, on peut avoir des logiques de densification de l'espace. On a une nécessité de remettre du monde en centre-ville, parce qu'il n'y a pas simplement que les métropoles avec une densité qui est déjà très forte. Moi, je me souviens, excusez-moi, parce que je connais bien la Bretagne, j'ai été élu longtemps en Bretagne, des maires qui sont toujours très inquiets du fait que la Bretagne soit beaucoup une zone maintenant de résidence secondaire. Et donc, en fait, l'hiver, vous n'avez personne dans le village. Non seulement le village, c'est très étendu, mais il n'y a plus de vie en centre-bourg. Et donc, on doit à la fois densifier, mais densifier un centre-bourg, c'est offrir aussi, et ça ne relève pas simplement de votre responsabilité, c'est aussi offrir des activités économiques liées à la relocalisation de l'économie. Et quand on parle rénovation thermique, c'est quand même des dizaines de milliers d'artisans sur nos territoires, y compris, pour le coup, eux, ils ne sont pas délocalisables. Donc, on a à appuyer la construction. Je l'ai dit, aujourd'hui, on a chuté, notamment sur le logement social. On doit être, je ne sais pas, à 90 000 constructions par an. C'est une régression très forte dans ce quinquennat. On remettra 150 000 logements sociaux en construction par an. Et puis, c'est évidemment trouver, parce que, je l'ai dit, la société a du mal aujourd'hui à vivre ensemble. Et une façon de vivre ensemble, c'est d'habiter ensemble, d'où le renforcement des lois SRU, ces choses-là. C'est densifier, mais c'est aussi construire ensemble. Et j'avais proposé la dernière fois que j'étais devant votre comité exécutif de rassembler, pour ma responsabilité, les maires écolos pour discuter avec la fédération de comment on construit en ville aujourd'hui, notamment sur les grandes métropoles que nous dirigeons. Vous voulez rebondir ? Oui, très rapidement, et c'est vraiment pour la parenthèse, mais merci déjà de vos réponses. Mais vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'être malin pour pouvoir aujourd'hui compiler l'ensemble des offres de financement pour la rénovation énergétique. Si, lors de votre campagne, vous avez l'occasion de venir dans mon département, je vous ferai visiter avec plaisir quelque chose. C'est un outil qui a été créé par la Fédération et par le Conseil départemental qui s'appelle Rénover Malin. C'est l'Essonne. C'est l'Essonne. C'est un exemple aujourd'hui qu'il faudrait pouvoir dupliquer, qui permet de mettre en lien des coachs rénov, des particuliers et des copropriétés qui ont des besoins de rénovation. Et en plus, aujourd'hui, il y a un financement, et c'est intéressant pour le reste à charge, un financement du département pour le reste à charge. Donc si vous avez l'occasion, je vous invite à venir voir, parce que je pense que c'est un modèle à dupliquer. Mais je trouve, vous savez, c'est passionnant en Europe, le nombre d'expériences, aujourd'hui, d'expérimentation sur la prise en charge de la rénovation. Y compris quand un État emprunte de l'argent à quasiment 0% à 40 ans, investir dans la rénovation thermique, c'est rentable pour l'État. De toute façon, à la base, c'est rentable. Donc on peut, à ce moment-là, aider sacrément les familles à assumer sur le temps, alors totalement, je l'ai dit, pour les familles les plus en difficulté, mais à allonger le temps pour l'amortissement et la prise en charge des frais de rénovation, parce qu'effectivement, c'est élevé et qu'on dit souvent que
vous ne pouvez pas avoir un projet de rénovation qui soit l'équivalent d'un projet d'achat d'un logement. Et quand vous avez un projet de rénovation, si le coût c'est sur 15-20 ans, à un moment donné, entre la compensation, c'est une temporalité qui ne correspond pas à l'aspiration à la rénovation. Donc il faut réduire l'amortissement dans le temps, évidemment. Une question avant de se poser la question des filières de production de matériaux et donc d'une certaine manière aussi de la réindustrialisation. J'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. Il va falloir vous habituer, c'est un vrai sujet. Ça va être un grand sujet de la campagne. Bah, voyez, on est d'accord là-dessus et visiblement la FFB est d'accord avec vous, donc vous avez là des points communs très clairs. Je voulais vous poser une question sur le prêt à taux zéro. Ça, c'est une proposition très claire de la FFB qui consiste à dézoner. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro, il est territorialisé, voilà, sur les zones tendues. Est-ce qu'on le dézone? Oui, il faut, en plus, encore une fois, franchement, aujourd'hui, vu le coût de l'argent, le prêt à taux zéro a baissé énormément en termes de coûts pour l'État, comme évidemment pour les institutions financières. Donc il faut favoriser ces prêts à taux zéro. Oui, on dézone. Moi, je pense qu'au regard du coût aujourd'hui de l'argent, de la finance, le prêt à taux zéro, il peut aussi marcher sur l'automobile, il peut aussi marcher sur un certain nombre de choses, parce que franchement, c'est un outil qui facilite grandement parfois. Sur le logement réservé à l'accédant, au primo-accédant? De toute façon, le primo-accédant est d'abord la cible du prêt à taux zéro. Donc évidemment, il faut le renforcer sur les primo-accédants. Et booster entre 20 et 40%, c'est la proposition de la FFB? Je n'ai pas encore fait tous les calculs. Non, je vous pousse, hein, tant que vous non, répondez. Mais poussez-moi, je résiste. Marie-Laure Le Priol, allez-y, sur la filière de production des matériaux, ce qui est un sujet. Hein. Voilà, parlons réindustrialisation. Oui, vous le faites bien. Oui. Donc, depuis quelques mois, nos entreprises et la filière BTP, tout comme d'autres secteurs, nous sommes confrontés à vraiment une situation inédite, c'est la pénurie de matériaux. Allongement des délais et augmentation prohibitive des coûts de ces matériaux. La crise Covid a vraiment mis en évidence notre dépendance à l'égard des États-Unis notamment et de la Chine. La pénurie de matériaux aujourd'hui mène nos entreprises véritablement en difficulté et met en péril la relance de la filière bâtiment. Nos entreprises plus particulièrement, effectivement, puisqu'on se retrouve confronté à des arrêts de chantier, à des difficultés de trésorerie, donc on se pose beaucoup de questions. Un produit en particulier, si on ne devait en citer qu'un, c'est le bois. Donc on a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on est en pénurie de bois alors qu'on a un massif forestier en France qui est relativement important. Donc la question qu'on se pose, c'est que vous, Président, comment vous redonnez à la France son autonomie de production et aussi éventuellement, est-ce que vous mettez en place une solution de priorité nationale quand on est dans ce type de situation par rapport au bois notamment? Écoutez, vous avez parfaitement raison pour avoir visité beaucoup de chantiers, y compris avec des particuliers, et quand c'est des petites entreprises du bâtiment, la relation à celles et ceux qui ont un projet de construction devient très difficile. Parce qu'autant certaines grosses boîtes peuvent amortir un peu, j'allais dire, dans le temps, l'augmentation du prix des intrants. Quand vous êtes en direct avec une famille qui a fait pendant 3 mois tous ses calculs à l'euro près sur ce qu'il pouvait mettre dans une maison et qu'il y a eu un devis qui a été signé et que vous revenez en disant sur le bois c'est plus 40, plus 60, plus 70 sur les métaux, les machins, les trucs, à un moment donné, la relation devient très tendue. Et donc il faut évidemment intervenir sur ces sujets-là. Il y a 2 sujets dans ce que vous me dites, si vous me permettez. Moi, je suis pour qu'il y ait un embargo européen sur les exportations de bois. C'est très clair. Je veux dire, aujourd'hui, il est proprement scandaleux qu'on coupe parfois des arbres centenaires dans nos forêts pour les emmener en Chine. Je trouve ça extrêmement choquant. Je me suis toujours battu contre ça. Je trouve ça terrible à la fois pour nos forêts, c'est terrible pour nos forestiers, qui sont désespérés d'envoyer des arbres parfois magnifiques de l'autre côté de la planète pour revenir en planche ou même parfois, on ne sait même pas si ce n'est pas juste pour brûler et chauffer.
Donc, il faut encore une fois, faire un embargo européen. Les États-Unis, c'est ce qu'ils font. Quand ils ont un problème, à un moment donné, ils ont une priorité continentale. C'est à la fois un enjeu de protection de nos ressources naturelles, de protection, de meilleure gestion de nos forêts, et évidemment, c'est un enjeu de souveraineté. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Sur d'autres sujets, je me bats pour qu'on empêche de fermer des usines en France qui produisent du silicium. Le silicium, on a besoin pour les microprocesseurs, on en entend beaucoup parler. On a besoin pour les batteries électriques, on en entend beaucoup parler. Les panneaux photovoltaïques qu'on mettra sur vos toitures. Et on ferme des usines en France pour importer du silicium du Xinjiang où les Ouïghours sont en semi-esclavage. Tout ça est totalement aberrant. Et dans ce pays qui a une tradition de politique industrielle, il n'y a plus de politique industrielle. Il n'y en a malheureusement jamais eu au niveau européen. C'est le pilier manquant de la construction européenne. On a un marché, on a des consommateurs, on a une politique agricole, mais on n'a pas de politique industrielle au service de vos entreprises, au service de votre industrie. Donc oui, il faut protéger nos forêts. Mais plus largement, c'est tout le développement des écomatériaux. Moi, je visite beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, vous le savez, le béton est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre, très énergivore. Il y a des alternatives à certains usages du béton, que ce soit le parpaing de lin. Moi, je viens de Bretagne. Je ne viens pas de Bretagne, je viens de Picardie. J'ai été élu longtemps en Bretagne parce que j'étais parachuté longtemps, mais... c'est bien de le reconnaître. Pardon ? C'est bien de le reconnaître. Vous savez, les circonscriptions européennes, c'était la Bretagne, les Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Alors, je peux vous dire que dans le genre parachutage, le parachute était large. Mais je viens de Picardie, il y a des sociétés en Picardie qui font du parpaing de lin. Vous savez qu'il y a des bétons de chanvre. Alors, les candidats de droite vont arriver, mais il faut qu'ils se rassurent, je veux dire, ça ne se fume pas. Et puis, vous avez comment on récupère les laitiers de la sidérurgie pour remplacer le clinker qui est très émetteur. Donc, on a à construire une industrie européenne des écomatériaux. La question que j'allais vous poser, est-ce que c'est une réindustrialisation française ou européenne? Les deux. Il faut les deux. On a besoin aujourd'hui sur nos territoires de remettre de l'industrie française, c'est incontestable, mais ça doit se faire aussi dans le cadre d'une bonne partie des réglementations aujourd'hui sont européennes. Moi, je suis rapporteur au Parlement européen, ce que vous savez, c'est sur l'ajustement carbone aux frontières. L'idée qu'à partir du moment où on demande à nos entreprises des efforts en matière climatique, on n'importe pas des produits qui ont déjà du dumping social et qui en plus vont avoir du dumping climatique. Donc c'est l'idée de protéger nos industries à partir du moment où on leur demande de faire des efforts en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Donc il nous faut les deux. Il nous faut une industrie européenne. Il y a de la sidérurgie européenne aujourd'hui qui se fait de la sidérurgie zéro carbone. Et encore une fois, vous avez des innovations partout pour faire des écomatériaux qui sont des écomatériaux qui vont remettre de l'industrie sur nos territoires, remettre des artisans et des services sur nos territoires. Et vous savez combien, y compris si on veut régler les questions d'aménagement du territoire dans notre pays, de réconciliation de nos territoires, on a besoin de remettre des entreprises et des emplois sur tous nos territoires. On a un dernier sujet, il reste une minute 30 devant, c'est la question de la fraude, de la lutte contre la fraude et la question de la limitation de la sous-traitance à 2 rangs, sachant que la sous-traitance en cascade est souvent une porte d'entrée pour la fraude ou pour un travail soit au noir, soit déguisé. Oui, il faut réduire. Qu'est-ce que vous faites sur ce territoire-là? Il faut absolument. Il y a plusieurs types de fraude. Il y a évidemment ce qu'on peut appeler d'une certaine façon l'éco-délinquance. Je veux dire, on connaît toutes et tous une famille qui s'est fait avoir avec la rénov à 1 euro. Bon, donc ça, c'est une forme d'éco-délinquance. Et puis il y a la question de toutes les plateformes qui demandent aussi de remettre absolument de la régulation partout, parce qu'aujourd'hui, vous avez une forme d'ubérisation qui touche aussi à vos métiers et qui est proprement scandaleuse. Quand vous avez des artisans dont on demande de plus en plus de se former sur tous ces métiers-là, c'est très bien, l'apprentissage, ça marche. Moi, je visite pas mal de CFA. Je trouve que les jeunes voient aussi la transformation de vos métiers et je les trouve souvent très enthousiastes sur vos métiers. Mais on ne peut pas former des gens, on ne peut pas mettre les artisans en RGE et tout ça, et à un moment donné, ubériser tout le reste à des conditions sociales qui sont dramatiques. Donc on contrôle les plateformes.
On contrôle les plateformes et la et sous-traitance. Sur la sous-traitance. Bien sûr, à 2 niveaux, c'est bien. C'est votre proposition, ça le fait, bien sûr. Merci de la clarté, merci de votre participation encore une fois. Merci infiniment. À ce sommet de la construction. On a besoin de vous, on aura besoin de vous. Merci Yannick Jadot. Merci.